messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce mardi 26 février, à la une, ouverture à Conakry du Forum africain des personnes sourdes. Une dizaine de pays prennent part à la rencontre. C'est une première sur le continent. Et ce chiffre du jour en santé, 5000, c'est le nombre de personnes tuées chaque année en Guinée par le cancer. Des campagnes de dépistage se multiplient à travers le pays pour éradiquer la maladie. En sport, le CIK de Kamsar s'impose sous l'Orient Athletic Club avec un score d'1-0, une victoire qui relance le club industriel dans le championnat guinéen. Encore bienvenue à tous. Pour commencer cette bonne nouvelle, le contrat commercial de l'aménagement du barrage de Koukountamba est signé depuis ce matin à Conakry. Ce barrage de plus de 200 MW sera réalisé sous le fleuve Bafing à Tougué. Il sera le plus important barrage réalisé par l'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a présidé cet important événement. Compte rendu Ibrahim Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. Faire face au déficit électrique dans les pays membres de l'OMVS, tel est le combat du Haut Commissariat de cette organisation sous-régionale. C'est pourquoi les États membres se sont engagés à faire face à l'insuffisance des capacités de production, à l'électrification limitée, au manque de fiabilité des services et des coûts élevés. La réalisation du barrage hydroélectrique de Koukountamba s'inscrit dans cette logique. Et pour sa réalisation, et devant le président de la République, le professeur Alpha Condé, le Haut Commissaire de l'OMVS vient de signer avec Sino Hydro le contrat commercial du projet hydraulique de Koukountamba. La signature du présent contrat commercial doit aboutir à la signature de la convention de financement entre les pays membres de l'OMVS. Ce barrage est le plus important jamais réalisé par cette organisation sous-régionale. Ce barrage sera, Monsieur le Président, le plus important de tous les ouvrages réalisés par l'OMVS depuis sa création. Le rôle moteur de l'énergie dans le développement économique et social d'un pays n'est plus à démontrer. C'est conscient de ce rôle que nous gouvernons pour répondre aux énormes besoins de nos populations. Font de l'énergie l'une des priorités de leur politique de développement. Les États membres de l'OMVS savent qu'ils peuvent compter sur les partenaires chinois pour faire face aux défis énergétiques auxquels ils sont confrontés. Nous osons espérer que les engagements renouvelés ici par la signature de ce contrat permettront le démarrage dans un bref délai des travaux de réalisation de l'aménagement hydroélectrique de Koukountamba. Pour une durée d'exécution de 4 ans, le barrage de Koukountamba et les ouvrages annexes permettront de créer une retenue d'une capacité de stockage de 3,4 milliards de mètres cubes d'eau avec à la clé plusieurs avantages dans les zones du projet. Monsieur le Président, cette présence ne nous surprend pas, car chacun sait en Afrique votre leadership dans le rôle de l'énergie que vous défendez à chaque occasion et à chaque forum, et qui vaut aujourd'hui à la Guinée, en si peu de temps, de s'être doté d'un parc de production hydroélectrique qui fait envie partout sur notre continent. Monsieur le Président de la République, la réalisation des projets d'infrastructures structurantes de l'OMVS est une contribution essentielle au développement économique de nos pays. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Koukountamba fait partie de ces ouvrages stratégiques dont la vocation est d'avoir un impact positif sur les conditions de vie des populations ainsi que l'avenir du développement de tout le bassin. Monsieur le Président de la République, sous votre impulsion, ce projet d'aménagement a été conçu pour résorber le déficit énergétique des pays membres de l'organisation. De surcroît, l'aménagement favorisera la disponibilité d'une énergie bon marché et davantage respectueuse des exigences de préservation de l'environnement. Ce sera ainsi un productible de 888 gigas
qui viendra renforcer de façon significative la production d'énergie à faible coût. Mais également, de par ses fonctions, l'aménagement permettra une amélioration de l'hydraulicité du fleuve à travers une meilleure régulation de ses débits. Monsieur le Président de la République, vous avez voulu que ce projet de Koukountamba soit un véritable projet de développement pour l'ensemble de la localité du barrage. En effet, en plus de l'électrification attendue, le projet inclut la construction d'une route de 150 km partant de la baie au site du barrage via la préfecture de Tougué. Un pont de 180 mètres et une cité du maître de l'ouvrage seront également construits. Le coût de construction de l'aménagement est chiffré à 812 798 000 US $, toutes taxes comprises. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, après avoir remercié tous ceux qui se sont impliqués pour la signature du présent contrat, a invité les uns et les autres à plus d'engagement. Grâce à la contribution de vous tous, nous sommes arrivés quand même à ce jour à la signature. Je dois féliciter la société Sinhydro d'avoir gagné l'appel d'offres. Nous espérons qu'ils feront comme les autres, qu'ils feront très vite et qui n'attendront pas les financements d'Exim Bank pour commencer les travaux, qui commenceront les travaux par financement eux-mêmes en attendant qu'Exim Bank finance. C'est important pour nous l'énergie, vous savez que plus de la moitié des Africains n'ont pas accès à l'énergie, et si nous voulons que les enfants cessent d'aller mourir dans les eaux de la Méditerranée, il faut qu'on donne du travail. Pourquoi donner du travail si on n'entend pas nos matières premières agricoles et miniers chez nous? Donc il est extrêmement important que ces barrages soient construits. Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes en train de finir les barrages sur le fleuve Concouré. Nous avons 3 barrages sur le fleuve Sénégal, en Guinée. J'espère qu'après Koukountamba, les 2 autres aussi vont rapidement être construits, et surtout le barrage de Foumi sur le fleuve Niger, qui est un barrage extrêmement important. Nous voulons donc que Foumi et Koukountamba démarrent en même temps. Donc je vous félicite et je vous remercie tous et je vous souhaite la bienvenue en Guinée. Après les travaux de signature de ce contrat commercial du projet hydroélectrique de Koukountamba, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a reçu en audience le PDG de Sino Hydro et sa suite. Et le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a reçu en audience ce mardi même le représentant de la Banque africaine de développement en Guinée. Bassoulé Liandre était venu faire la situation de l'évolution du projet de transformation axé sur l'agroalimentaire. L'objectif est de faire de l'agriculture un business en Guinée. Ibrahim Keïta revient dans ce commentaire. Suivez. Faire de l'agriculture guinéenne un business au profit des acteurs du secteur, telle est la toile de fond de cette audience que le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, a accordée aux représentants résidents de la Banque africaine de développement en Guinée. Durant la rencontre, il a été question de faire l'état des lieux du projet de transformation qui porte sur l'agroalimentaire. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, et le groupe de la Banque africaine de développement, conduit par Bassoulé Liandre, ont mis l'accent sur la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. C'est pourquoi le gouvernement et la Banque africaine de développement ont décidé de mettre en place des dispositifs allant dans le sens de la facilitation de cette chaîne de valeur en vue de faire de l'agriculture un véritable business. Un business dans la mesure où on va mettre en place des dispositifs qui vont transformer, qui vont faciliter non seulement la production, mais aussi la transformation des produits qui seront identifiés, et aussi la recherche des marchés tant au niveau national comme international pour la commercialisation de ces différents produits. Ce projet a été, je dirais, soutenu non seulement par le groupe de la Banque africaine de développement, mais par son Excellence le Président de la République depuis le début, il y a de cela 3-4 mois. Nous sommes à la dernière étape de l'instruction de ce projet, qui est la mission d'évaluation, où l'équipe que je conduis aura l'occasion de discuter avec toutes les parties prenantes, tant du côté du gouvernement, mais aussi du secteur privé. L'une des particularités de ce projet transformateur,
c'est que le gouvernement et le groupe de la Banque africaine de développement, votre banque, mettra en place le dispositif infrastructurel en fait qui va faciliter cette production et cette transformation des produits qui seront identifiés. Mais le fonctionnement de cette plateforme, de cette zone, sera en fait de la responsabilité des acteurs du secteur privé. Voilà pourquoi nous organiserons dans un futur très proche une consultation avec les différents acteurs, les grands acteurs au niveau du secteur privé, pour non seulement les expliquer l'importance de ce projet et leur niveau d'implication pour la réussite de ce projet transformateur et de ce projet très important pour le chef de l'État. Déjà, une mission d'évaluation sera bientôt sur le terrain pour échanger avec tous les acteurs impliqués dans le secteur en Guinée. Et cette brève qui vient de nous parvenir avec l'agenda très chargé du président de la République, professeur Alpha Condé s'est rendu ce mardi à la clinique Pasteur dans la commune de Kaloum. Le chef de l'État était venu s'enquérir de l'état de santé de Madame Béatrice Dupouton que vous voyez à l'image. Cette opératrice économique, aujourd'hui souffrante, est une amie de longue date du professeur Alpha Condé. Le président de la République a également rencontré d'autres patients dans cet établissement hospitalier de Kaloum en présence de certains proches. Un chef d'État toujours proche de ses populations et soucieux de leur santé. C'est une brève du bureau de presse de la présidence de la République. Et puis, c'est un chiffre qui fait froid au dos, 5000. C'est le nombre de cas de décès enregistrés chaque année en Guinée des suites d'un cancer. Le combat contre la maladie se durcit à travers le pays et interpelle les organisations de la société civile. Elles organisent des campagnes de dépistage pour des femmes en âge de procréer. Fatmatou Batirou Diallo, Alphaïssi Agaba. À l'hôpital d'Onka, les femmes de la capitale se donnent rendez-vous pour se faire dépister du cancer. Fatoumata Kamara, la quarantaine, est consciente de la nécessité de cette consultation pour la prévention du cancer du col de l'utérus. Elle sort du centre satisfaite de la consultation. Cette douanière a l'espoir d'obtenir des résultats médicaux négatifs du cancer. Comme je suis une femme et j'ai fait des enfants, ça fait longtemps que je ne fais pas ce dépistage. C'est ma première fois d'ailleurs. C'est ce qui m'a poussé à venir ici. Et le dépistage s'est bien passé. Heureusement pour moi qu'il n'y a pas eu de problème. Le cancer du col de l'utérus est marqué par la prolifération anarchique des cellules du tissu cervical. Elle survient souvent dans les cas d'infection gynécologique suite à des relations intimes non protégées selon les médecins. Pour son dépistage précoce, cette cancérologue exhorte les femmes à aller se faire consulter régulièrement dans les structures sanitaires. Si on fait le dépistage, on peut éviter l'installation de la maladie. À l'état précancéreux, ça ne veut pas dire que la femme fait le cancer. Tout à fait. Quand tu viens de toi-même, tu n'as aucun signe. Et qu'on arrive à dépister une lésion précancéreuse, ça, on peut prévenir l'installation du cancer. Mais quand la femme reste à la maison et qu'elle ait vraiment certains signes, elle n'arrive pas à venir à temps à l'hôpital, qu'elle soit dépistée à temps, on peut la voir avec sa maladie au premier jour de sa présence même. Qu'elle se présente à l'hôpital, on détecte le cancer. Chaque année, nous visons 2000 femmes pour les sensibiliser et les faire dépister. Nous constatons que le cancer du sein et du col de l'utérus, c'est les deux principaux cancers les plus dangereux chez la femme. C'est pourquoi nous disons qu'il faut sensibiliser les femmes, il faut leur montrer, leur faire comprendre les dangers liés à ces deux cancers pour qu'elles puissent adhérer à la politique de dépistage. Selon les statistiques fournies par des spécialistes, plus de 6000 nouveaux cas de cancer sont détectés chaque année en Guinée. Le cancer du col de l'utérus est de loin le plus fréquent. Elles sont souvent négligées dans la société et ont du mal à faire valoir leurs droits. Elles, ce sont les personnes sourdes. Cette couche vulnérable décide enfin de se faire entendre à travers la tenue d'un forum africain, ici même à Conakry. Premier du genre, la rencontre regroupe une dizaine de pays africains. Voyons les enjeux de ce forum avec Mohamed De Camara.
Aider les personnes vivant avec le handicap auditif à s'insérer dans leur processus de développement socio-économique est un défi en Afrique. À Conakry, membres du gouvernement, représentants d'agences onusiennes, organisations de la société civile sont mobilisés autour des acteurs venus des coins du continent. Nous, dans le comité international responsable des sous-africains, nous avons réfléchi pour dire que beaucoup de pays africains ont des problèmes. Alors donc nous avons pensé quand même qu'il faudrait un forum international où les sous puissent se retrouver pour faire des propositions aux différents gouvernements de leur pays, où chaque participant va exposer les problèmes qu'il rencontre dans son pays et ensemble nous allons corriger, avancer, être unis et trouver quelque chose de beau à partir de l'expérience de chacun. Cette rencontre de réflexion stratégique entend aider ces personnes handicapées à surmonter leurs difficultés. Pour ce faire, les participants à ce forum mettent l'accent sur la matérialisation des propositions faites en faveur d'une meilleure réinsertion socio-professionnelle des personnes sourdes. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, m'a dépêché pour venir le représenter à la cérémonie d'ouverture du premier forum panafricain des personnes sourdes. Il me charge de souhaiter aux différents délégués venus de tous les horizons du continent la bienvenue et un agréable séjour en terre africaine de Guinée. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, s'est engagé à offrir des conditions de vie décentes à tous les Guinéens sans distinction aucune. L'adoption de la loi portant protection et promotion des personnes handicapées et sa promulgation par le chef de l'État sont des preuves tangibles de la volonté de l'État à réduire les inégalités sociales entre les citoyens de la nation guinéenne. Le début de leur autonomisation, sous le magistère de notre président, on a connu une loi qui fait la promotion et la protection des personnes handicapées. On a initié un programme dont vous allez peut-être vivre le lancement avec nous et qui rejoint justement l'initiative des personnes déficientes se retrouver autour d'un problème qui leur touche particulièrement. Il s'agit de leur éducation. Selon les statistiques publiées en mars 2017 par l'OMS, 1 milliard de personnes dans le monde vivent aujourd'hui avec un handicap lié à la surdité dans des pays en développement. Les chiffres interpellent les États qui œuvrent à améliorer les conditions de vie des personnes sourdes. Restauration du couvert végétal, 2 tonnes de semences de moringa destinées aux différentes régions administratives du pays. C'est le fruit d'un partenariat entre le secteur des eaux et forêts et le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Le moringa est une plante réputée pour ses vertus médicinales. Ousmane Ba revient sur la cérémonie de remise qui s'est déroulée à Kankan. Le moringa, une plante médicinale à multiples vertus. Très prisée pour ses divers usages, le moringa est une plante pharmacie. Dans le cadre de la restauration du couvert végétal guinéen, très menacé par la coupe illicite du bois et autres feux de brousse, la Direction nationale des eaux et forêts bénéficie de 2 tonnes de semences de moringa. Dans le cadre de notre convention, la Direction nationale des eaux et forêts a fait la cartographie de toutes les zones qui sont dégradées. Et c'est ces zones dégradées qui vont recevoir ces moringas. Et comme vous savez, le moringa c'est un arbre à usage multiple. Donc on va procéder au reboisement et ça va aider les populations, etc., etc. Donc c'est à cause de ça qu'au niveau régional, il y a eu la recommandation pour que les pays puissent développer la culture de moringa et la diffuser à tous les niveaux. Je suis très à l'aise aujourd'hui de recevoir cette quantité importante parce que si nous faisons un calcul avec ces 2 tonnes de semences de moringa, nous pouvons avoir plus ou moins 400 hectares à reboiser. Comme vous le savez tous, le moringa est une espèce très importante aujourd'hui dans le milieu. Ces exigences édapho-climatiques sont très réduites. Je crois qu'il y a
nous avons beaucoup de chances pour la réussite avec cette essence. Ces semences dont la qualité est certifiée par des spécialistes sont réparties aux différentes régions administratives du pays. La répartition est faite selon le nombre de préfectures dans chaque région. Cette distribution de moringa pour les régions de la République de Guinée va constituer un grand appoint par rapport à la protection générale de l'environnement et à l'utilisation efficace des vertus de la plante moringa. Ça va contribuer à l'amélioration de beaucoup de conditions de vie de la population par l'utilisation efficace et efficiente de cette plante. Le moringa est une plante à croissance rapide, très résistante aux intempéries de la nature. Après les 6 premiers mois consacrés à la phase pépinière, une mission de contrôle se rendra sur le terrain pour s'assurer de la réussite du projet. Et cette formation a l'intention des jeunes collégiennes. Elles sont plus de 350 filles venues de Conakry, Bofa et Kindia à prendre part à cette initiation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. La stratégie vise à inciter les jeunes filles vers les filières techniques. C'est une action de la JCAI, Jeune Chambre Internationale. Explication Ahmed Touri. En dépit de l'initiative présidentielle de création des cyberscolaires dans les établissements publics du pays, le constat révèle que nombreux sont encore des élèves, surtout des jeunes filles, qui n'ont aucune notion en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ces outils pourtant indispensables dans l'enseignement moderne. Quand on a commencé en 2014, l'objectif était d'atteindre 1500 jeunes filles d'ici 2020. Et 2020, c'est dans un an. Cette année, nous allons atteindre 1000 filles, donc il va rester 500. Donc c'est une année de transformation et surtout d'accélération. Donc c'est beaucoup plus différent des autres parce que nous sommes en train de voir comment accélérer les approches pour atteindre les 1500 jeunes filles. Et c'est d'autant plus important pour nous que l'année prochaine, nous allons clôturer ce programme par une ambition que nous nourrissons, qui est de construire le plus grand centre d'initiation des jeunes filles à l'outil informatique. Lancé pour la première fois en 2014, cette 5e édition du projet Initiation des jeunes filles aux nouvelles technologies de l'information va durer 4 semaines et offrira l'opportunité à ces élèves d'avoir des notions fondamentales sur les logiciels de base. Si vous avez remarqué, à l'université, dès qu'on dit télécommunication, quand tu comptes dans la salle, tu ne verras que des hommes. Les filles ont peur de l'outil informatique. Et l'outil informatique n'est pas un mystère. C'est une personne comme nous qui l'a créé. Et déjà, il y a le freinage au développement des jeunes filles. C'est pour cela que nous voulons les aider à s'approprier à l'outil informatique comme les hommes, comme les autres personnes. À l'issue de la formation, les lauréates bénéficieront des kits scolaires et informatiques leur permettant de faciliter les recherches sur Internet en vue d'améliorer qualitativement leurs résultats scolaires. À présent, l'actualité nationale traitée sous forme de télégramme, c'est d'abord la poursuite de la sensibilisation des femmes à l'intérieur du pays par les femmes parlementaires. D'autres nouvelles viendront s'ajouter à celles-ci dans ce condensé traité par Valérie Talimane. Les femmes parlementaires en séjour de travail à l'intérieur du pays poursuivent leur série d'écoutes, d'informations et de sensibilisation des femmes. L'activité intervient en prélude aux prochaines consultations électorales. Le but est de doter les femmes d'arguments valables pour renforcer leur représentativité sur les listes électorales. Le constat est alarmant. Ici à Cancan et dans les autres préfectures que nous avons sillonnées, quasiment c'est le même constat. 0 femme chef de quartier, 0 femme présidente de district. La seule qui est chef de quartier à Zérekoré a dû divorcer pour se maintenir à son poste. Les autorités s'engagent à mettre en place des plateformes qui vont favoriser l'égal accès des femmes et des hommes pour des postes de responsabilité au niveau des quartiers et des districts. La Société des eaux de Guinée renoue avec son conseil d'administration après 9 ans de rupture. Un grand vide institutionnel qui vient d'être comblé dans cet établissement public avec la mise en place de cette structure. Elle va faciliter le déblocage des financements de la SEG en vue de produire suffisamment de l'eau potable dans les centres urbains du pays.
La composition de ce conseil d'administration est caractérisée par des hommes et des femmes pétris d'expérience dans le domaine qui vont certainement, j'en suis très sûr, accompagner tous les efforts du ministère de l'énergie et de l'hydraulique pour pouvoir faciliter la mobilisation des ressources extrêmement importantes, je dis bien, pour nous permettre vraiment d'inverser cette crise d'eau qui affecte la ville de Conakry. Nous allons nous mettre à leur disposition pour travailler très dur pour nous permettre de mettre les citoyens guinéens à l'abri de la crise d'eau. Dans cette mission de suivi-évaluation des différents chantiers routiers du pays, la première étape est sur le pont provisoire de l'Insan. Cet ouvrage, qualifié de colonne vertébrale du réseau routier guinéen, a été réhabilité après son effondrement en juin 2018. 9 mois après, les techniciens des TP font le constat. C'est l'entreprise chinoise est en train de se déployer, construire la voie d'accès, 2,5 km de part et d'autre, donc ça fait 5 km environ. Et le pont fait 115 mètres linéaires avec 7 travées. Et il sera en 2 fois une voie, donc ça veut dire 2 véhicules pourront passer dessus sans problème. Mais ce qui reste clair, d'ici le mois de juin, je pense que les Guinéens seront surpris de ce qui va sortir au droit du fleuve de Concouré. L'activité minière, un autre moyen de transformation de l'économie nationale. Pour y arriver, le département des mines bénéficie de l'accompagnement financier de la Banque africaine de développement. Désormais, il mise sur la formation des cadres. En 2017, un cabinet spécialisé a été recruté à cet effet pour renforcer le savoir-faire des miniers sur les techniques de recherche, d'exploitation et de la fermeture des projets miniers. Il faut comprendre ce que c'est que les activités minières, anticiper tous les problèmes qu'on peut y avoir. Donc, dans les négociations, les cadres, que ce soit du département juridique ou même des inspecteurs, puissent prendre le devant dans les négociations avec les partenaires qui viennent pour la recherche, bien sûr, premièrement de l'intérêt. C'est un coup dur pour la famille Camara. Elle vient d'être frappée par un incendie samedi au quartier Toumania dans la préfecture de Dubreka. Pas de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont considérables. Selon nos informations, un court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Tous les enfants étaient à l'école et puis ma femme aussi était au marché. Donc dans un temps et puis dans les environs de 11h à midi, ma femme venait du marché. J'étais dehors. Il me dit, ah, monsieur Camara, tu ne vois pas la fumée chez les enfants? Je dis, ah, quelle fumée? Il dit, ah, tu ne vois pas la fumée qui sort chez les enfants? Je dis, mais bah, attends, je vais voir. Je suis parti voir, regarder la fenêtre, mais il ne fallait pas. Tout est noir avec du fumée, il y a le feu partout. Un mot de culture, littérature de nouveau chez l'Harmattan Guinée, Réflexion et vérité, c'est le titre d'un recueil de poèmes de l'écrivain Paul Faber. L'œuvre vient d'être présentée à la Maison de la Presse à Koléa. Compte rendu, Mohamed Troa Camara. Réflexion et vérité, c'est le 7e titre du recueil de l'écrivain poète Paul Faber. Dans ce document, l'auteur articule la réflexion autour de la pensée première. Il consacre essentiellement des nuits à méditer sur les multiples aspects de la condition humaine. Ce recueil de 69 pages plonge les lecteurs dans une aventure avec des réalités à l'égard de la vie pour comprendre les bienfaits, l'honnêteté, la franchise, l'amour dans un monde fragile. Je me suis rendu compte au fil du temps que partager cela avec la jeunesse, partager ça avec le reste de la société, que c'est une bonne chose. Toutes les sociétés ont leurs philosophes, toutes les sociétés ont leurs passeurs. Nous ne devons pas faire exception. Mon souci, c'est de pousser, taquiner un peu tous ceux qui ont quelque chose dans le ventre à sortir ça pour pouvoir faire avancer la société.
Passionné de l'écriture, Paul Faber est ingénieur, ancien fonctionnaire international à la Banque africaine de développement. Aujourd'hui, il apporte sa contribution au développement socio-culturel par le biais de la littérature. Dans cette réflexion, vous avez différents chapitres et je pense que tout un chacun, nous nous sommes retrouvés dans un de ces chapitres, que ça soit sur la femme, que ça soit sur le rêve, que ça soit... Et ces chapitres donc nous dirigent à développer nos réflexions sur notre quotidien et aussi sur notre futur. Je suis tout à fait impressionné par la qualité de l'écriture et c'est une fascination en tant qu'homme de culture de voir un auteur exceller en poésie, exceller en réflexion, exceller en prose et je crois que c'est un travail fabuleux. Fabuleux en ce sens que cette œuvre-là peut permettre aux gens de réfléchir et de se comporter très bien dans la société. Publié par l'édition Harmattan Guinée, l'ouvrage met l'accent sur les débats philosophiques axés sur la vérité, l'amour, la santé, la vieillesse et la jeunesse, entre autres. Il dépeint la vie de la société humaine. En sport, le choc entre le club industriel de Kamsar CIK et le Oroya Athletic Club a tenu toutes ses promesses le week-end dernier. Au terme d'une rencontre âprement disputée, le CIK s'est imposé sur les Rouges et Blancs de Matam avec un score d'1-0. C'était au compte d'un match en retard de la 5e journée du championnat. Abdulaziz Baldé apporte des précisions. À 3 heures du coup d'envoi de la rencontre entre le CIK et le Oroya AC, la concentration se lit sur les visages des joueurs. Une scène de bousculade pour s'offrir des tickets. Une rencontre capitale pour le club industriel de Kamsar. L'enjeu de taille, battre le champion de Guinée à domicile afin de se relancer au classement. Ce soir, personne ne veut se compter l'événement. Je suis venu pour supporter CIK. Tu as vu, c'est à cause de ça que j'ai acheté ce ticket. Donc je viens pour supporter CIK. Je suis de Kindia, mais aujourd'hui actuellement je suis à Kamsar ici. CIK va remporter 2-0. Le CIK, club industriel de Guinée, va battre le Oroya à 1-0. 10e au classement avant le coup d'envoi, le CIK n'a pas droit à l'erreur face à un Oroya très remanié. Le technicien français Patrice Neveu prépare la Ligue africaine des champions contre l'Espérance de Tunis le 8 mars prochain. Mais malgré tout, cette rencontre reste un défi pour lui afin de se rapprocher de l'actuel leader, le Afia FC. C'est un match important, c'est évident, il y a 3 points en jeu déjà, je dirais, pour le championnat. Maintenant, c'est vrai que comme vous le voyez, le contexte est particulier, la surface est une surface en terre battue, donc il va falloir, c'est pas du tout la même adaptation pour les joueurs. Et j'espère aussi que le match va jouer dans un bon esprit et que j'aurai pas de blessés sur cette rencontre. 16 heures, l'arbitre donne le coup d'envoi devant un public surexcité. Un premier quart d'heure pauvre en occasion, mais à la fin de la première période, les locaux profitent d'une erreur du gardien de Oroya AC et Almami Traoré ouvre le score avant la pause. Au retour des vestiaires, les protégés de Patrice Neveu vont à l'offensive, mais les partenaires de Boudou restent attentifs. Les minutes avancent et le score ne change pas. Le CIK s'impose de la douleur. Au coup du sifflet final, une scène de liesse se dessine. Et j'ai dit que le Oroya va faire la défaite aujourd'hui. Et j'avais dit au préalable, c'est le CIK qui sera la première équipe à mettre le ballon dans le filet. Le ballon, ce n'est plus dans la capitale. Le ballon, c'est à l'intérieur et à Kamsar. Toutes les équipes qui viendront vont faire des fêtes ici, je vous le jure. Nous sommes partis perdre à Sigiri. Sur le même score, Sigiri a gagné 1-0 depuis notre arrivée. Ça fait maintenant une semaine, nous sommes en train de préparer. Nous sommes en train de travailler. On a préparé le travail qui a payé. Donc vous avez vu le match, la tension qui était sur le match. Tout le monde va gagner ce match-là. C'est notre avant-dernière journée, avant le dernier match pour le mercato. Donc vraiment, on va continuer à se préparer. Aujourd'hui, ça finit. On a 17 points aujourd'hui. Grâce à ce résultat, le club de Kamsar grimpe à la 5e position du classement et le Oroya AC descend à la 3e place. Une victoire qui vaut tout son pesant d'or. Merci Abdulaziz Baldé pour ce compte rendu. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.